On est happé directement, plutôt qu'avoir quelque chose d'un peu trop scolaire, parce qu'on en trouve encore, qui se croit obligé de nous faire la leçon sur, bon alors qu'est-ce qu'une image? Une image c'est, et puis alors on a la litanie de ce qui suit. Hello Frédéric, Salut Pitchy. on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les conseils d'un concepteur-correcteur pour les concours. Donc peut-être que je te laisse te représenter pour les étudiants qui ne te connaissent pas encore. Alors, donc je suis Frédéric Bretéché, je suis professeur de culture générale à Nantes, un externe à Chavagne. Je suis également professeur de culture générale à Audencia. Et j'ai l'honneur de concevoir le sujet pour les ECT à Audencia et également le sujet HEC EM Lyon pour les ECG, et dont je suis également correcteur ainsi qu'à Audencia. Bref, ça fait beaucoup de casquettes. Ça fait un super beau palmarès. Pour revenir d'abord sur l'épreuve Audencia ECT, on a vu depuis 2 ans avec résister à la violence et au préalable, le monde est-il assez grand, des sujets qui ont évolué aussi. On est de plus en plus sur des sujets qui sont plus proches de sujets ECG. Est-ce que c'est la tendance qui s'inscrit un peu au niveau des ECT? C'était un peu la commande d'Audencia. Lorsqu'Audencia m'a proposé de concevoir les sujets, l'idée était de proposer des sujets qui s'adressent aux ECT exclusivement, puisqu'ils sont sortis de l'interclassement avec les ECG, sans renier à une certaine forme d'exigence de la réflexion. Et de fait, les sujets qui sont choisis par Audencia, je rappelle toujours à toutes fins utiles que le concepteur conçoit des sujets, mais que c'est l'école conceptrice ou les écoles conceptrices qui choisissent le sujet. Donc l'idée était vraiment dans l'esprit d'Audencia de choisir un sujet exigeant, un peu différenciant, voilà, et challengeant en même temps, si je peux me permettre cette expression, en tout cas stimulant intellectuellement, permettant à n'importe quel étudiant de CT de donner le meilleur de lui-même et de pousser la réflexion aussi loin. Et clairement, depuis 2 ans, et tout particulièrement l'année dernière, on a eu de très très belles copies qui n'avaient absolument rien, s'il fallait faire une comparaison, à envier à une copie de CG, capacité de problématiser, des références systématiquement dans les paragraphes, une expression de belle qualité. Donc non, franchement, aucun souci là-dessus. Et puis également des étudiants qui auraient sans doute plus de difficultés à problématiser, mais qui auraient travaillé, parce que le but il est là, qui auraient travaillé de faire montre de leur travail et puis de pouvoir répondre au sujet sans nécessairement briller, mais en tout cas sans que le sujet devienne un obstacle et une pénalité pour eux. Bah, c'est ce que tu me disais quand tu me disais que les copies étaient vraiment mieux en ECT Oui, cette oui. année. Et bah, c'est trop bien, justement, parce que ça permet de voir aussi que l'épreuve plaît et que la culture générale plaît aussi aux ECT. Donc ça, c'est... Oui, oui, et je tiens à cette occasion à vraiment adresser 2 remerciements. Remerciements d'abord à mes collègues qui ont parfaitement joué le jeu, qui ont parfaitement saisi les enjeux, et peut-être attendaient-ils qu'on leur rappelle cela pour se permettre et oser demander des choses à des étudiants. Et donc j'en suis très très heureux et bravo à eux. On sait que ce n'est pas toujours très très simple en ECG ou en ECT, et peut-être plus encore en ECT, de parvenir à ce degré d'exigence. Et puis bravo également aux étudiants qui, à l'évidence, se sont pris au jeu de l'exercice. Ils trouvent un certain plaisir, je pense. En tout cas, au regard de pas mal de copies, moi j'ai le sentiment que les candidates et les candidats ont pu prendre du plaisir à réfléchir sur les sujets et à faire valoir les connaissances qu'ils ont acquises pendant leur année de préparation. Donc moi je dis bravo. Bah, et c'est le plus important aussi. On travaille évidemment pour un concours et pour des écoles, mais on travaille aussi pour pouvoir disserter et prendre du plaisir Bien aussi sûr, bien sûr. à réfléchir à partir de réflexions, y compris d'une culture qui est large, que ce soit philosophie, littérature, cinématographique, etc. Mais dans les copies, toi, du coup, en tant que concepteur-correcteur, est-ce qu'il y a certains points à Guichard vraiment qui te plaisent particulièrement, que ce soit en ECG ou en ECT?
Alors, aguicheur, je ne sais pas, même s'il y a une entreprise de séduction, hein, évidemment, hein, à l'attention de la correctrice et du correcteur, mais c'est important. Encore une fois, c'est une rencontre, ça va durer peu de temps, ça va durer 20 minutes, une demi-heure, parfois moins, parce que d'emblée, la copie affiche clairement ses ambitions de ne surtout pas faire ce qui est demandé au concours. Bon, bah, on va rester bons amis, on va se séparer sur une mauvaise note, mais on va se séparer rapidement. Ben, voilà, ça c'est fait. La personne qui a cherché cela obtient cela en général, donc c'est très bien. Mais pour la plupart du temps, les copies sont sérieuses, on fait un vrai travail et pour le coup, on y passe du temps. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont séduisantes? D'une façon générale, en ECT ou en ECG, l'introduction, c'est un moment incontournable. C'est la première rencontre avec un lecteur qui va se trouver être, par miracle, la personne qui va aussi mettre les points sur la copie. Donc, il ne faut pas négliger hein, ce moment. Hein, on le dit en souriant, mais oui, c'est une vraie rencontre. Donc, quand une introduction est vraiment bien réussie, lorsque elle amène directement le correcteur ou la correctrice sur le champ de la réflexion et puis sur la personnalité également de la candidate ou du candidat, ça c'est bien, ça fait plaisir. On est happé directement plutôt qu'avoir quelque chose d'un peu trop scolaire, parce qu'on en trouve encore, qui se croit obligé de nous faire la leçon sur, bon alors qu'est-ce qu'une image? Une image c'est, et puis alors on a la litanie de ce qui suit. Bon, ça, on l'a fait peut-être au tout début. Je pense que chaque enseignant a dit à ses étudiants, mais surtout, mais jamais, quoi, mais jamais ne faites cela, gardez cela pour vous. C'est important d'avoir des notions de compréhension et de définition, mais on ne commence pas par cela. C'est pas un cours que l'on fait. Bien sûr. Et encore une fois, c'est une question un peu d'authenticité et d'intégrité dans la copie. Ce qu'on aime, c'est retrouver de la personnalité. Et d'ailleurs, j'ai pu voir voilà, certaines copies très bien notées à HEC et à Audencia ECT. On voit qu'il y a quand même beaucoup de copies qui ont finalement des axes similaires. Ça ne veut pas dire les mêmes copies, c'est-à-dire les mêmes auteurs ou les mêmes réflexions, mais on voit que l'analyse par exemple du sujet est très importante, a été très valorisée. Est-ce que c'est des consignes qui ont été données voilà, de correction? Est-ce qu'on peut y voir voilà, comme une notation un peu plus visible ou pas? Alors, je rebondis sur axe. Il ne faudrait pas laisser croire ceux qui vont nous écouter que les meilleures copies auraient eu des axes, c'est-à-dire des plans similaires. Hein. On a d'excellentes copies qui ont des plans complètement différents. Donc, et pour autant avec des notes semblables, de très très bonnes notes. Non, j'entends par axe évidemment une espèce de démarche dans la structure de l'introduction. Et oui, alors c'était en partie aidé par la proposition que j'avais faite et qui a été reprise par la BCE de proposer une grille de ventilation des notes. Chacun sait désormais, et les candidats peuvent aller voir les rapports de jury, doivent aller voir les rapports de jury, pour voir ce qui est attendu. Hein. On se prépare à un concours en fonction de ce qui est attendu. Quoi que l'on pense de ce qui est attendu, on s'en fiche. Il y a des choses qui sont attendues, donc il faut s'y conformer. Et il y a une grille de ventilation. Donc on sait, grosso modo, ce qui va entraîner les notes les plus basses, et ce qui va permettre d'avoir les notes les plus hautes. Mais une introduction, c'est évidemment une façon, dans un premier temps, de capter l'attention de son lecteur, de sa lectrice, par une référence, par une anecdote, par une citation, enfin qu'importe, et que sur cette base-là, il va y avoir une analyse du sujet qui va être une analyse tissée avec la référence. Parce que si c'est juste donner une référence et puis on l'oublie et puis on passe à autre chose, la référence initiale n'était alors qu'une espèce de prétexte. Mais non, il faut que ce soit déjà le texte. Donc ça veut dire que tout se tisse, un textus, c'est le tissu aussi, le textile, mais il faut que le texte, dans le texte se tisse des réseaux de signification qui vont amener ensuite à la présentation du sujet, à l'analyse du sujet. Donc c'est extrêmement important. Et oui, ensuite, il y a la mise en place d'un paradoxe, parce que tout sujet mène à un paradoxe, et d'une problématique, et bien d'une proposition de plan pour certains, qui va apparaître vraiment comme une proposition de plan, pour d'autres,
être une série de questions sous forme d'hypothèses. Là, rien n'est tranché, il n'y a pas d'attendu particulier. Je sais qu'il y a des écoles différentes. Les professeurs de philosophie ont en général tendance à préférer les hypothèses, la série de questions qui amènent à un approfondissement des hypothèses l'une sur l'autre. Les professeurs de littérature ont plus souvent l'habitude de proposer déjà une espèce d'itinéraire, mais il n'y a pas d'attendu particulier de ce point de vue-là. Qui que l'on soit comme correcteur, plutôt littéraire, plutôt philosophe, on acceptera bien volontiers du moment que la démarche est logique et intelligente. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Logique, intelligente et bien écrit, évidemment. Voilà, c'est le plus important. Tu parlais tout à l'heure de l'accroche, que ce soit une référence, une citation ou même une anecdote, comme tu disais. Souvent, comme tu le disais, on a des étudiants qui posent un peu une accroche voilà, pour décorer et qui n'utilisent plus après. Est-ce que pour toi, du coup, l'accroche est vraiment une ligne directrice de la copie? Est-ce qu'on doit le retrouver dans l'annonce, par exemple, d'une transition, dans une des sous-parties? Est-ce que cette accroche doit revenir fréquemment? Alors, je ne sais pas, on a tous nos dadas. Moi, je suis, pour avoir beaucoup fréquenté les Grecs anciens et les fréquenter encore beaucoup, très sensible à certaines images, précisément. Et l'image du fil d'Ariane me plaît énormément. Une dissertation doit être tissée à partir d'un fil, et j'aime autant que le fil ne soit pas cassé. Donc, parce que sinon c'est plus compliqué. Alors, on peut faire des nœuds de temps en temps, mais enfin, un fil qui n'aurait que des nœuds, là, ça devient un peu compliqué. Hein. Bon. Donc, moi j'aime bien l'idée du fil d'Ariane, parce que quand le fil casse, on sait bien ce qui arrive, hein, on est perdu dans le labyrinthe et on trouve le Minotaure. Hein. Donc, c'est un peu compliqué. Là, on n'est pas sûr de s'en sortir, pour dire les choses un peu simplement. Quand on a ce fil d'Ariane, on s'en sort. Alors, c'est vrai que ça, c'est un peu le truc que j'aime, mais je n'en fais pas un alpha ni un oméga hein, d'une dissertation. Je peux très bien mettre une très bonne note, une excellente note, et même la note ultime, à une copie qui ne pratiquerait pas ce type de choses. Mais à titre personnel, j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait, dès le début, une proposition, et que comme un fil rouge, on retrouve par une notation explicite ou implicite un écho à ce qu'il y avait au tout début, et ce, jusqu'à la conclusion. Ça, oui, je dois dire qu'à titre personnel, ça me séduit assez, puisque tu parlais de séduction. Évidemment, une copie est aussi une séduction, comme tu le disais en début de vidéo. En tout cas, c'est vrai qu'il y a certaines œuvres qui retracent parfaitement parfois les idées qu'on peut retrouver en grand 1, en grand 2 et même en grand 3 qui dépassent déjà dans l'œuvre. Donc ça peut être très sympa de mettre cette référence-là dès l'accroche, parce qu'on a des étudiants qui nous disent « Ah, j'ai une super bonne référence, je vais la garder pour plus tard ». Peut-être que ça peut être aussi intéressant de la mettre en accroche si jamais elle peut être le fil directeur de la pensée de la copie. Mais oui, parce qu'une très bonne référence est d'une façon générale une très grande œuvre. Elle supporte de multiples analyses, elle supporte de multiples propositions et de multiples hypothèses. Ce qui veut dire qu'elle peut très très bien être convoquée en amorce, mais à nouveau en première partie, ou en transition, ou en deuxième partie, ou en troisième partie, et parfois même, dans chaque partie, un petit écho, soit une illustration en majeur, soit une illustration en mineur. Ça peut être séduisant, mais il n'y a pas de diktat là-dessus. Encore une fois, il faut se sentir à l'aise avec ce que l'on fait. Mais il y aura toujours une cohérence plus grande à retrouver quelques éléments constitutifs des fondations, plutôt qu'une forme d'éparpillement un peu volatile et qui rendrait les choses un peu à l'état gazeux. Par rapport justement aussi aux attendants d'une copie, on a vu qu'il y a certains étudiants qui substituent l'image par les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, etc. dans des copies. Est-ce que pour toi c'est mobilisable ou c'est plutôt rédhibitoire ? Alors, les manifestations actuelles de l'image, les supports des images, rien n'interdit qu'on les mobilise en dissertation. Maintenant, il ne s'agit pas de faire des substitutions, hein, il s'agit de parler de l'image, et qu'à travers TikTok, à travers Insta, à travers YouTube, etc., on pourrait les décliner, se dit quelque chose de l'image. Donc il y a les images, et les supports d'images, et puis il y a l'image. Et il s'agit bien de parler de l'image, en tant que à la fois phénomène, qui prend des réalités diverses,
et puis de concept, évidemment. Bien sûr, et encore une fois, ne pas confondre l'image et le support de l'image. Voilà. Il y a une distinction à bien avoir en tête pour les concours. En parlant de distinction, justement, on voit encore des étudiants à ce moment-là de l'année qui ont recentré peut-être le thème de l'image sur uniquement la représentation d'un objet ou d'une réalité. Est-ce qu'à ton sens, il y aurait encore voilà, certaines choses à approfondir, peut-être l'image mémorielle, l'image de soi, l'image que peut avoir autrui? Est-ce que c'est pas trop restrictif de ne penser l'image que comme représentation d'un objet ou d'une... Et si on ne pense l'image qu'en fonction de la représentation, c'est-à-dire enfermer le thème dans image et perception, grosso modo, c'est vraiment enfermer le thème, pour le coup. Le thème s'ouvre à de très nombreuses autres pistes, l'image et la personnalité, l'image et la mémoire, les fonctions de l'image, enfin on a toutes sortes de pistes possibles, et là je n'en ai donné que quelques-unes. Donc évidemment, ne réfléchir qu'en fonction de image et représentation, c'est se borner d'abord à beaucoup de répétitions, et puis c'est s'empêcher de voir beaucoup d'autres pistes d'analyse, encore une fois, d'un phénomène, pour parler phénoménologie, mais d'un phénomène qui dit quelque chose et de nous et de la chair du monde, pour reprendre une expression célèbre. Donc oui, l'image dit quelque chose de nous, évidemment, il y a de l'être là-dedans, enfin tout le monde a fait la distinction entre Eidolon et Econ, donc oui, il y a de l'être là-dedans et il faut savoir où il se trouve, cet être. Comme tu disais, s'empêcher de voir, c'est quand même le comble pour l'image. Mais oui, absolument, absolument. Donc ne pas s'enfermer clairement dans cette définition-là. Est-ce que tu aurais un conseil pour les dernières révisions d'un étudiant qui très certainement est stressé à l'approche de l'ultime échéance? Alors, les conseils, d'abord, ce sont ceux que les enseignants donnent, hein. Moi, je répète, moi, j'interviens comme cela, mais chaque étudiant a des enseignants de qualité, donc faire confiance aux enseignants sur les conseils qu'ils donnent. Pour ma part, moi, là, je viens d'établir, par exemple, une liste de termes récurrents pour mes étudiants, essayer peut-être de faire en sorte que sur les 4 mois déjà, il y a des mots qui sont revenus. Donc les classer pour voir s'il n'y a pas des choses qui ont été évoquées. Je disais tout à l'heure visuel, visible. Bon, quelle est la distinction? Essayer de voir, parce que ça peut servir. Toute une série de choses comme cela, en faire une liste, ça peut être intéressant. Et puis, au fur et à mesure, parce que moi, c'est le conseil que je donne à mes étudiants, c'est d'arriver, puisqu'ils font des mathématiques, autant qu'ils fassent des tableurs Excel, c'est sans doute de mettre des typologies d'arguments et des œuvres et de voir comment elles se croisent, et puis d'essayer de voir si sur tel type d'argument ou tel autre, il n'y aurait pas des manques, et aller les combler au fur et à mesure pour être sûr de parer à toute hypothèse de sujet. Donc ça c'est quelque chose qui me semble d'extrêmement important, pour se sentir prêt. Je crois qu'aucun préparationnaire ne se sent jamais tout à fait prêt, mais en tout cas paré, avec des bouées de secours, quoi, pour se dire on va éviter le naufrage. Voilà, donc, mais ça me semble extrêmement important. Voilà. Et puis, même si le temps passe très vite, il y a encore du temps pour relire des choses, pour s'assurer que l'on maîtrise bien ces références. Parce que ça, c'est un défaut assez majeur, je trouve, dans certaines copies, de n'être que dans l'à peu près, le vague, le général, le récitatif. Et alors le pire du pire, et qui nous menace tous là, cette année, c'est dans le descriptif. C'est-à-dire convoquer un tableau, convoquer une scène de cinéma, convoquer même une scène d'un roman assez pittoresque, et se contenter de décrire ce qu'on a sous les yeux. Ça n'a absolument aucun intérêt, aucun. Il s'agit de faire de l'objet que l'on va analyser un sujet de réflexion. Donc il faut que l'analyse passe par là.
C'est hyper important et ça permet encore une fois de voir que ce n'est pas juste une œuvre ou un film ou quoi que ce soit qu'on a vu ou lu, mais vraiment qu'on a bien intériorisé et compris ce qu'il y avait derrière. Parce que, encore une fois, on pourrait faire le parallèle avec l'image, mais l'image, il y a ce qu'elle nous donne à voir et il y a ce qui se cache plus en profondeur. Et bien sûr. Et c'est pareil pour les œuvres. Donc c'est toujours important d'avoir les œuvres, parce qu'on a vu aussi, il y a quelques années, beaucoup d'étudiants qui restaient trop en superficie par rapport aux œuvres, qui voilà, prenaient par cœur une citation et considéraient que c'était une œuvre. On voit aujourd'hui voilà, qu'il y a plus d'efforts de ce niveau-là, mais qu'il faut quand même aller chercher voilà, des copies qui soient authentiques, personnelles, et toujours dans la spécificité du sujet. Toujours. Quand Toujours. un petit terme est choisi, c'est souvent qu'il y a quelque chose derrière. Et oui, il y a une idée derrière la tête du concepteur ou de la conceptrice, hein. Toujours. Ah oui, Donc il faut aller chercher ce qu'il y a derrière la tête. Le concepteur est humain. Hein. Et absolument. Bon, merci pour tout, Frédéric, en tout cas. C'est un plaisir. Et un plaisir partagé comme d'habitude.